Il est temps de faire le bilan des lectures de janvier 2025. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture, celui du mois de janvier 2025. Vous verrez que celui-ci est un peu mieux que celui du mois de décembre, mais ce n'est pas folichon, quoique il y a eu 0 abandon. Je crois que depuis quelques temps, c'est le premier mois où il n'y a pas d'abandon littéraire et ça c'est vraiment très cool. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'une pile de livres si vous ne savez pas quoi dire au cours de la vidéo, c'est super important pour soutenir les créateurs et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous ne voulez pas louper les futurs contenus de la chaîne. Comme d'habitude, je vais commencer cette vidéo avec quelques statistiques et on va commencer avec le nombre de pages lues pour ce mois de janvier. Celui-ci est de 4541 pages. Donc on est sur un niveau de lecture assez moyen en termes de pages lues, mais c'est un peu dans le mood du mois, on va dire que psychologiquement j'étais très préoccupée et je n'avais pas forcément la tête à lire, donc rien de surprenant là-dedans. En termes de genre littéraire, on est sur quelque chose d'assez équivalent entre la romance et la fantasy à quelques pourcentages près, parce que j'ai lu 40% de livres fantasy, 30% de romance, 10% de romantaisie et 20% de graphique. Donc franchement, on est sur un mois assez éclectique en termes de genre littéraire, mais qui se vaut entre mes genres de lecture favoris, donc rien de surprenant jusque-là. Concernant le format de lecture, là, ça change de d'habitude puisque vous avez pu voir ma tendance de 2024 qui était majoritairement à l'audio. En janvier, la tendance a été majoritaire sur les lectures papier. J'ai lu 50% de livres en papier. Cela s'explique parce que j'arrivais pas à me concentrer sur l'audio, tout simplement. Il y a des mois où ça arrive et de ce fait, j'ai priorisé les lectures papier, donc du temps vraiment qualitatif pour pouvoir lire. Déjà que je m'accordais très peu de temps de lecture et pas parce que j'avais pas le temps, puisque contrairement au mois de décembre où l'envie de lire était là mais je n'avais pas le temps, au mois de janvier, c'était plus que j'avais envie de faire autre chose. J'avais juste envie de rien faire, même certains soirs. Et donc, j'ai accepté de ne rien faire. Il faut savoir que lire n'est pas une compétition. On a beau faire des stats de lecture, ça sert à rien de se mettre la pression. S'il y a quelque chose que j'ai appris en 2024, c'est se forcer à lire quand on n'en a pas envie. Ça fait que l'on fait plus de mauvaises lectures que ce qu'on ferait en temps normal. Donc, franchement, je suis assez contente de ces petites stats, même si j'aurais aimé lire plus et tout ça, mais des fois, il faut simplement s'écouter. Et donc, j'ai lu 20% en numérique et 30% en audio. Voilà un petit peu pour les formats de lecture préférentiels sur ce mois de janvier. À présent qu'on a fait une vue d'ensemble de tout cela, je vais passer aux avis lecture des 10 livres que j'ai pu lire. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Bonded by Turns de Elizabeth Helen, publié aux éditions Shetterley. Regardez-moi ce magnifique relié collector qui m'a été offert par l'une d'entre vous que je remercie encore de tout cœur. Elle a sponsorisé pas mal de mes dernières lectures. Donc dans Bonded of Storms, je vais jamais arriver à le prononcer ce titre. S'il y en a qui parlent en anglais, qui ont une bonne prononciation, n'hésitez pas à me faire un petit vocal en MP. Peut-être que ça pourra m'aider à prononcer ce titre correctement. Donc c'est de la saga Beast of the Briar de Elizabeth Helen, pardon. J'allais dire Helen Schroer, mais non, Helen Schroer, c'est pas du tout la même autrice et elle écrit pas du tout ce genre de récit. Enfin bref, ici on est dans un harem inversé, version La Belle et la Bête. On est dans un monde assez moderne, mais un monde où la magie existe. Notre héroïne
Franchement, on pourrait croire que c'est belle. Elle adore lire, elle vit dans un petit village. Son père paraît pour un vieux fou, il va partir pour le professionnel. En voulant récupérer une rose pour sa fille, il va se faire capturer. Sa fille va vouloir aller le sauver. Juste là, vous avez totalement les vibes de La Belle et la Bête. Donc, notre héroïne va se retrouver dans le château de la bête, sauf qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule bête. Il y en a 4. 4 princes faés, 4 princes liés aux saisons. Voilà, il y a une malédiction, il y a des choses. Je ne vous en dirai pas plus au niveau du résumé, je pense que cela se suffit de lui-même. J'ai adoré cette histoire. Déjà, si vous aimez les contes de fées, si vous aimez La Belle et la Bête, c'est top. Attention, si vous avez peur du spicy, il y en a un petit peu, mais il y en a moins que dans Four Swing, par exemple. Il y en a moins que dans beaucoup de sagas de romantasy, donc en vrai, niveau spicy, ça a beau être un harem, c'est assez l'age. Mais surtout, moi, ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est la diversité. Dans les harems, on a l'habitude que tout tourne autour de l'héroïne. Et là, on a aussi le relationnel entre ces 4 princes faés qui va se développer. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré aussi voir un monde où il y a vraiment le côté fantasy et le côté moderne qui s'opposent avec ce côté un petit peu féerique. Et je dois dire que ça rend vraiment pour moi l'univers unique. Et ce monde, il a beau être inspiré de La Belle et la Bête, il a une identité qui lui est totalement propre et je dois dire que c'est hyper plaisant parce qu'on a vraiment une bonne dynamique entre les différents protagonistes, entre le peuple, les différents royaumes qui touchent au prince, mais également des interactions qui sont assez complexes sur plusieurs aspects, mais qui seront vous captiver de par les dialogues, de par la tension qu'il se crée entre les personnages, les relations d'amitié. J'ai trouvé ça vraiment génial. Je trouve que le duo d'autrices, puisque ce sont 2 autrices qui écrivent ensemble, elles ont réussi à nous rendre un univers connu, captivant, travaillé et surtout original au vu de la thématique du harem inversé. Et franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment sympathique. On est dans un slow burn. Franchement, on a une romance qui prend son temps. Et c'est tellement slow que finalement, c'en est d'autant plus intéressant parce que même si tout tourne autour de la romance, il y a quand même un contexte derrière ça au niveau de la fantasy et on apprend vraiment à connaître les différents protagonistes, à connaître ce qu'ils sont, à savoir un petit peu leurs peurs, leurs craintes. Et avec le smut présent, malgré quelques subtilités, je trouve que tout cet ensemble, en fait, ça donne de l'attachement supplémentaire envers les différents protagonistes. Pour moi, ce qui est l'atout majoritaire de cette histoire, ce sont ces personnages. Parce que déjà, on a notre héroïne qui s'appelle Rosalina, qui est hyper forte, qui est combative. Et j'aime beaucoup sa mentalité. Et on a les différents princes faés qui sont totalement différents en termes de personnalité. Si par exemple vous avez aimé Les Liens du Destin de Ghibli, donc la saga Broken Bond, vous allez kiffer. Au niveau interaction, personnage et tout, différence de personnalité, on est un peu sur les mêmes vibes, mais avec l'esprit un petit peu conte de fées. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on ne se cantonne pas au FM, mais on a d'autres interactions comme du MM dans cette histoire et je trouve ça vraiment très très chouette. Et peux vous dire que ça a été un petit coup de cœur et que j'ai très très hâte de lire la suite qui, je crois avoir vu, sort en février. Donc j'ai très très hâte. On change totalement de registre avec Breaking the Ice de Nina Loren, qui est une romance addictive que j'ai reçue en service de presse et je l'ai totalement adorée. Si vous adorez les romances avec du hockey, ça pourrait totalement matcher. Dans cette histoire, on va y suivre Paige, une jeune femme qui rêve de travailler pour une équipe de hockey connue. Elle est ostéopathe et elle a toujours un petit peu vécu dans ce milieu un petit peu sportif. Elle a perdu ses parents et elle s'est fait une promesse. Elle va réussir à intégrer l'équipe de ses rêves en tant qu'ostéopathe et elle va tisser des liens très très forts avec les joueurs. Mais un jour, un joueur va être muté. Un joueur qu'elle a rencontré par le passé et pour qui elle a un crush. Voilà. Elle a un crush inavoué envers ce joueur, mais elle ne sait pas s'il va se souvenir d'elle et en même temps elle a peur qu'il se souvienne d'elle. Enfin bref, voilà, on est sur ce type de romance-là et je dois dire que j'ai adoré.
Si vous aimez le Found Family, franchement, vous allez kiffer. Personnellement, plus je lis en ce moment et plus je me rends compte que s'il y a une période de ma vie, j'adorais l'Enemies to Lovers. J'aime toujours les histoires avec de l'Enemies to Lovers. Mais aujourd'hui, je crois que mon trope préféré, c'est le Found Family. Je sais pas pourquoi, mais toutes les lectures avec du Found Family en ce moment, ce sont des lectures qui me transportent, ce sont des lectures qui m'apportent vraiment un réconfort. Et je crois que j'ai besoin de ça en ce moment. C'est hyper plaisant. Et cette histoire, c'est également un slow burn, un véritable slow burn qui te fait tourner les pages à ne plus pouvoir lâcher cette histoire. Et ça a été le cas pour moi, je l'ai lu en une nuit. J'ai vraiment dévoré ce livre. J'étais vraiment plongée dans l'univers du hockey, dans le milieu sportif, mais aussi dans le côté amical qu'il y a entre les joueurs, bercé d'humour, mais aussi, je sais pas, les liens entre les personnages, ils sont authentiques et je dois dire que c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. C'était génial comme lecture, franchement c'était génial. Je trouve que l'autrice, elle a une plume qui vous happe, qui fait que vous avez du mal à lâcher le récit des yeux. Paige et Soren, ce sont des personnages, mais ils sont un petit peu cabossés, ils ont un vécu. Et il y a l'évolution de ces personnages, il y a leur relation entre l'interdit parce qu'ils sont dans la même équipe, mais en même temps, il y a cette tension, et cette tension qui est accentuée par le côté slow burn. J'ai adoré tous les petits clins d'œil, j'ai adoré tous les petits moments, tous les petits gestes, toutes les petites interactions, mais j'ai aussi adoré les interactions de notre héroïne avec un personnage qui est dans le livre Being the Ice, qui est le tome compagnon de celui-ci, mais qui est sorti avant. Being the Ice, je ne l'ai pas lu, mais je vous avoue qu'après avoir lu Breaking the Ice, j'ai très envie de découvrir Being the Ice sur le personnage en question parce qu'il a un humour, c'est le meilleur pote par excellence, et je pense que son histoire, elle a des choses à dire. Avis à tous ceux qui adorent les K-dramas parce que j'ai lu le tome 3 de A Business Proposal de Narak, Periya et Aiwa. Et pour le coup, on est dans un petit webcomic qui est déjà adapté en série sur Netflix. Il y a le K-drama, donc n'hésitez pas à le regarder si c'est quelque chose que vous aimez. Et qu'est-ce que j'adore, mais qu'est-ce que je me fends la poire, ça c'est mon petit plaisir où on surfe entre quiproquos, humour, incompréhension. C'est tellement drôle, tellement touchant et les personnages, ils sont ce petit truc, oh là là, ça fait chaud au cœur, franchement ça fait tellement chaud au cœur ce genre d'interaction. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui vous apporte une bouffée d'air frais, qui mélange la romance, mais aussi la comédie, et qui reprend des tropes qu'on adore, parce que j'adore tout ce qui touche au boss employé. Vous le savez, je lis énormément de romances boss employé. J'adore quand il y a des secrets, mais également ce petit webtoon va parler de désirs de mariage qui ne sont pas forcément partagés. Il faut dire que nos personnages ne se connaissent pas toujours très bien. Il y en a un qui décide, il y en a un qui veut un truc et il y a l'autre qui est complètement dans l'incompréhension. Il y a une petite atmosphère familiale qui est assez réconfortante également. C'est léger, c'est immersif, les dialogues sont drôles, le graphisme est assez expressif, je dois dire que c'est quelque chose de très plaisant et que le tout donne une véritable profondeur à l'histoire. Les personnages, ils sont attachants, ils sont sincères, ils sont comiques, ils sont maladroits et c'est tout ce que j'aime dans les manhwas un petit peu romantiques comme ceci. Après du léger, on va à la rencontre des spectres avec le tome 2 de La Maison des Morts, donc La Reine des Spectres de Nikipo Preto, qui est le tome 2 de la duologie. Et je dois dire que celui-ci, je l'ai lu en lecture commune sur le Discord et j'avais très envie de le lire parce que j'avais passé un très bon moment avec le 1. Mais c'est également l'autrice de L'Envol du Phénix, Sœur de sang, qui est une de mes sagas young adultes préférées. Donc ici, on reprend l'histoire là où elle s'est arrêtée dans le tome 1 et je dois dire que j'ai eu quelques difficultés à re-rentrer dans cet univers où on suit Vren, une jeune femme qui a été envoyée au mur pour le garder contre les spectres. Et cette héroïne a toute une histoire familiale assez lourde. Il faut dire que c'est assez compliqué pour elle. Je ne vous en dirai pas plus en termes de résumé. J'ai vraiment peur de faire une gaffe et de faire un amalgame entre le tome 1 et le tome 2. Mais me remettre dans cette histoire, ça a été pour moi assez
compliqué. C'est une histoire qui rappelle un petit peu, pour moi, Game of Thrones. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de clins d'œil à cette saga, mais version young adulte et donc simplifiée. Vren, c'est vraiment une héroïne badass. Une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a peur de rien. Pour moi, Vren, c'est une Jon Snow, clairement. Je vous le dis, pour moi, Vren, c'est une Jon Snow. Et si j'ai trouvé l'univers vraiment prenant, si j'ai trouvé les descriptions très visuelles, et si je trouve que c'est du très bon young adulte, aujourd'hui, je prends plus de plaisir avec de la fantasy adulte. Donc de ce fait, il y a 2-3 trucs qui m'ont chagriné et j'aurais aimé un peu plus de détails, qu'on s'attarde un petit peu plus sur tout ce qui est conflit sociopolitique et tout ça. Mais après, je l'ai lu sans de grandes attentes. C'est-à-dire que j'avais passé un très bon moment avec le tome 1, mais pour moi, le tome 1 n'était déjà pas à la hauteur de Sœur de Sang. Et donc, c'est vrai que j'avais vraiment calibré mes attentes. Et j'ai lu le livre sans me poser de questions, en passant un bon moment, et c'est tout ce que je demandais. Niki Popretto, en plus, j'aime beaucoup sa plume, puisque je la trouve assez fluide, je la trouve visuelle, immersive. C'est une autrice qui sait vraiment captiver son lecteur et qui sait rendre ses récits accessibles, tout en abordant des thématiques qui peuvent être plus adultes dans des livres destinés à des jeunes adultes et adolescents, et ça, c'est plutôt sympa. Même si j'aurais aimé voir quelques personnages et même quelques passages travaillés de manière un peu plus intense, un peu plus poussée. Mais voilà, honnêtement, ça correspond au ton de l'histoire, à la plume, et ça correspond au public visé, donc on ne demande rien de plus. On a un récit qui est vraiment sympa, même si je trouve que dans la résolution des conflits, c'est un petit peu simple, mais c'est aussi sensé et on n'en demande pas plus. Voilà, ça correspond au public visé. Donc on ne peut pas juger le livre sur ça. Ça, c'est vraiment mon ressenti personnel, je le précise. Et j'ai adoré par contre le côté Found Family avec les personnages. Quand je vous dis que ça devient mon trope préféré, le Found Family, bah voilà, c'est ce que j'ai préféré dans cette histoire-là. Puisque Vren, c'est vraiment une héroïne qui est forte et attachante. Il y a Léo qui est pour moi le personnage avec le plus d'humour dans cette histoire. Et je dois dire que ce petit Léo... Et pas Léo le lion, hein. Léo le prince de cette histoire. Je m'égare encore une fois, je suis complètement dissipée. Enfin bref, c'est un personnage que je trouve exceptionnel, très très drôle, très très sympathique. Et puis il y a un autre personnage qui est vraiment très très sympa, je ne cite pas le nom pour ne pas vous spoiler le tome précédent, mais franchement, j'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup le petit côté amical, le côté romance suggérée, très sympa ce petit young adulte. Donc si vous aimez un petit peu tout ce qui est spectre et que vous cherchez des lectures dans ce style, vous pouvez foncer. On part dans une lecture beaucoup plus colorée, mais aussi avec une vibe très féministe. Il s'agit du Docteur Elise avec son impérieux destin. Donc c'est le tome 2 de Minnie et Yoon. On est dans un manhwa webcomic, réincarnation, avec une héroïne qui était médecin dans sa vie. Elle s'est réincarnée dans l'impératrice Elise. Une jeune femme qui est destinée en fait à être impératrice, mais qui était une impératrice très capricieuse, caractérielle, qui n'était pas appréciée. Et donc elle va se retrouver dans son corps et en fait elle va changer les choses. Elle, ce qui est important pour elle, c'est être médecin, c'est de sauver des vies. Et donc elle va apporter sa petite patte et bizarrement, sachant que dans sa vie elle était chirurgienne d'avant, les gens ne le savent pas, quand elle va dire aux autres « je veux être médecin », les autres ils vont être « mais Elise, médecin? Mais non, c'est la nana la plus capricieuse au monde, superficielle et ainsi de suite, quoi. » Et donc, l'empereur va lui dire, écoute, je te donne tant de temps pour essayer de réaliser ton rêve et de devenir médecin. Voilà, ça c'est le tome 1. Sauf que notre petite Elise, elle est incroyable. Et les gens ne savent pas que ce n'est pas la même Elise qu'ils connaissent. Du coup, en fait, elle va surpasser les professeurs qu'elle pourrait avoir, les médecins qu'elle va côtoyer. Et les gens vont être en mode... Elle est particulière, cette nana. Ouais, faut peut-être qu'on la garde sous le coude et tout. Et puis l'empereur, lui, il veut pas forcément en fait que les gens la gardent sous le coude, puisque son but, c'est qu'elle épouse son fils et qu'elle devienne l'impératrice, quoi. Enfin bref,
C'est très très fun, j'adore le graphisme, c'est très visuel. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait le petit côté historique fantasy qui se mêle au côté moderne, connaissances scientifiques, médecine. Je trouve que ça apporte une vraie touche d'originalité, que ça apporte une véritable plus-value à l'histoire, sans compter le graphisme qui nous régale visuellement. Je suis totalement fan des personnages, des différentes interactions et de voir une femme forte et indépendante progresser dans un monde où elle est censée être juste impératrice, c'est une femme et fermer sa bouche quoi. Donc voilà, c'était très 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 plaisant comme lecture. D'ailleurs, en parlant de femmes fortes et indépendantes, je vais vous parler des Larmes de Sakura de Céline E. Nicolas, un livre en auto-édition que j'ai reçu en service de presse. Regardez-moi comme il est beau. Je vous montre un petit peu l'objet livre parce que ça a beau être de l'auto-édition. Parfois l'auto-édition n'a pas toujours bonne pub et je voulais vous montrer le travail éditorial de ce livre que je trouve incroyable au niveau des en-têtes de page. Ce papier un petit peu noirci qui se fond totalement dans l'ambiance des Yakuza du Japon. Ce petit côté sombre et en même temps très traditionnel, je trouve ça incroyable. Nous avons également des illustrations à l'intérieur. On est sur un brochet de qualité et de toute façon, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, mais Céline Nicolas, c'est une autrice auto-éditée qui me fait confiance depuis les tout débuts de ma chaîne. Elle me suit depuis le début, je la suis depuis ses débuts. J'ai pu voir l'évolution de sa plume, le côté aiguisé de celle-ci et je suis hyper contente de savoir que Céline va être éditée en maison d'édition prochainement. C'est un très grand pas pour elle parce que l'auto-édition était un choix de sa part. Donc franchement, je suis très très fière de son parcours, je suis très très fière de la suivre et je suis toujours très très fière d'avoir l'honneur de lire ses livres en avant-première, même si des fois je traîne un peu dans la lecture et donc je suis d'autant plus touchée qu'elle m'ait envoyé un exemplaire broché parce qu'il faut savoir que pour les auto-édités, c'est des fonds, c'est des moyens et ça coûte cher. Donc c'est vrai que souvent, j'ai les livres en format numérique dans ce cas-là. Je l'ai lu en numérique et plus tard, elle m'a proposé de recevoir un exemplaire papier et j'étais très très contente d'avoir un exemplaire physique de cette lecture que j'avais beaucoup aimée. Dans cette histoire, on va être aux États-Unis, on va suivre Victoria, une riche héritière qui fait la fête, qui est dans le paraître, voilà. Elle paraît vraiment superficielle au possible et un jour, un clan de Yakuza va débarquer chez elle et son père va avoir le choix de soit tout donner à son entreprise, perdre tout son argent et sauver sa fille ou laisser sa fille au Yakuza. Vous vous doutez de la tournure de l'histoire. Victoria va perdre son identité, elle va devenir une Sakura. Mais il faut savoir que dans un clan de Yakuza, les Sakura ont un statut très 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 particulier. Alors je ne sais pas si ça existe en vrai ou pas, mais en tout cas c'est dans cette histoire. Je pense que comme dans toute histoire, il y a des libertés scénaristiques et elle va découvrir des choses, et elle va vivre des choses qui sont très difficiles. On est sur une lecture qui est sombre. On n'est pas dans une dark romance, mais on est dans une romance très sombre qui s'en approche. Il y a de nombreux trigger warnings. Ne vous lancez pas sans en connaître les fonds. Renseignez-vous. Je ne les donnerai pas en vidéo et à l'oral parce que je ne veux absolument pas spoiler. Mais sachez que si je ne me trompe pas, il y a un message d'avertissement avec tous les trigger warnings. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je ne sais pas si ce message est visible via les extraits sur Amazon ou autre. Mais en tout cas, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me les demander en privé, je vous les donnerai. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans une romance sombre, intense, avec une histoire qui va ne pas épargner notre héroïne, les différents autres protagonistes, mais aussi nous, le lecteur. On est dans le Japon un peu traditionnel. Voilà, on n'est pas du tout dans le Japon moderne puisque ça va avec la culture des Yakuza. On sent que Céline elle a fait un énorme travail de recherche. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, elle a mis beaucoup plus de temps à écrire ce roman que ses précédents romans. Et je dois dire que les détails culturels, l'immersion et tout ça, moi, ça a su me captiver. J'ai été totalement prise dans ce récit. C'est fascinant, c'est dur, ça prend son temps.
On est vraiment dans un slow burn en termes de romance, mais on est aussi dans un petit romantique suspense, je dirais, parce qu'il y a un petit côté, on se pose des questions, on se demande comment ça va se passer, même si il y a certaines choses sur la fin que j'ai quand même un petit peu devinées. Hein. Mais franchement, j'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre avec une plume affûtée. J'ai adoré voir la façon dont les différents éléments vont s'imbriquer entre eux. J'ai adoré voir la force de Victoria, notre héroïne, qui de base a l'air hyper superficielle. J'ai adoré voir ce qu'elle traverse et adoré voir vraiment son évolution. Concernant Yosuke, notre personnage masculin, je l'ai trouvé hyper intéressant, charismatique, très très complexe et je dois dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il incarne à la fois la noirceur et la lumière à lui tout seul. Il y a énormément d'émotions qui sont saisissantes dans ce récit. Enfin bref, ça ne laisse pas insensible un tel récit. Et personnellement, j'ai adoré. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 8 et 9 des Aventuriers de la Mer. Je vous avais parlé de ma lecture du tome 7 fin janvier. Il faut savoir que j'ai enchaîné le tome 7, 8 et 9 dans le découpage français pour former le découpage officiel anglais. Donc, j'ai enchaîné le tome 7, 8 et 9, ce qui correspond totalement à cette dernière intégrale. Même si je les ai enchaînés, je vous ai vraiment fait une chronique par tome parce que je sais que tout le monde ne lit pas dans le découpage VO. Et moi, j'ai enchaîné les crédits audio voilà, pour pouvoir les lire en version audible. Les Aventuriers de la Mer, c'est un univers incroyable. C'est une saga qui est pour moi saisissante et qui met en avant la plus belle évolution de personnages que j'ai pu avoir dans une saga parce qu'on a des personnages que l'on déteste totalement, qu'on finit par adorer. Je ne vous dirai pas exactement lesquels, je ne vous dirai pas dans quelles circonstances, mais il y a des personnages qui vous donnent envie de les claquer et au bout d'un moment, leur évolution est vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment très chouette. Toutefois, la partie de cette intégrale qui correspond au tome 8, donc le milieu de celle-ci, je l'ai trouvée longue. J'avais déjà trouvé le tome 7 long, mais cette partie 8, je l'ai trouvée longue. J'ai trouvé que à plusieurs instants, l'histoire tournait en rond, n'avançait pas, mais pourtant on sentait qu'il y avait certains petits éléments dans cette longueur qui étaient essentiels pour la suite. Et j'ai quand même adoré tout ce qui va toucher au clin d'œil, qui vont se référer aux sagas telles que l'Assassin Royal, parce qu'il faut savoir que les mondes de Robin Hood sont liés, et donc forcément c'est hyper important de pouvoir tous les lire, et de pouvoir faire un lien entre les différents royaumes, les différents univers, et l'incidence qu'ils ont entre eux. Je trouve que ça rajoute une réelle profondeur à l'intrigue. Robin Hood a une plume qui est magnifique, personnellement. Je trouve qu'elle a des descriptions qui sont immersives et j'aime beaucoup la façon dont elle va développer ses personnages, la façon dont elle va mettre en avant des scènes difficiles avec un champ lexical qui est doux, tout simplement. Il y a un truc qui fait que même quand ça traîne un peu, même quand tu trouves ça long, tu restes accroché toi en tant que lecteur et ça c'est vraiment chouette. Il y a un petit côté mythologique dans cette lecture, dans cette saga qui est très appréciable, dragons, serpents de mer et tout ça. Je vais pas vous mentir, il y avait quelques moments dans la partie du tome 8 où j'avais vraiment envie de secouer le bouquin parce que j'avais envie que l'histoire avance. J'en étais quand même au tome 8 si on suit le découpage français. Et de ce fait, je me dis, bon, enfin, on arrive quand même en fin de saga. Il serait temps que certaines choses commencent à se résoudre, commencent à bouger, que certains personnages commencent à se taper dessus, je sais pas. Enfin bref, pas tant de violence. Je sais pas pourquoi j'ai tant de violence là dans mon langage, mais enfin bref, vous comprenez un petit peu l'idée. Par contre, le tome 9 avance un peu plus. Et s'il avance un peu plus, c'est parce qu'on arrive vraiment sur la fin de la saga. Ça correspond vraiment à la dernière partie de l'intégrale. On est sur le dernier tiers de ce livre et je dois dire que c'est toujours aussi incroyable en intrigue, en richesse sociopolitique, au niveau des évolutions familiales. Mais il m'a manqué un petit truc sur la fin parce que j'ai fini cette lecture en me disant tout ça pour ça. Alors attention, j'ai quand même passé un très très bon moment en lecture, j'ai bien aimé le dénouement,
mais je m'attendais à quelque chose de plus... Waouh! Vous voyez cet effet? Donc, ça reste une excellente lecture, mais je pensais que ce serait un coup de cœur. Parce que malgré tout, j'ai ressenti beaucoup d'émotions avec La Plume de Robin Hobb, parce que malgré tout, j'ai été à fond immergée dans les différentes descriptions, et malgré que le rythme soit plus lent que dans l'Assassin Royal par exemple, les révélations ont su me marquer. Certaines révélations, elles ont su me scotcher et me laisser sur le popotin. Il y a des bons moments, mais par rapport, ne serait-ce, je pense, au tome 3 des Aventuriers de la Mer, qui correspond à l'intégrale 1, ou même par rapport à ce qu'on apprend dans l'intégrale 2, j'ai trouvé que ce dernier tome, il manquait un peu de punch. Mais tout reste cohérent et intéressant par rapport à l'ensemble de cette saga. Maintenant, il est temps de dire au revoir aux Aventuriers de la Mer et je m'apprête à retrouver prochainement Fitz dans l'Assassin Royal, deuxième époque. Avant-dernier livre de cette update lecture avec Le cœur est comme la neige de Erin Doom, qui est un service de presse, une romance young adulte que j'ai reçue de la part des éditions Hachette. Et là, pour le coup, on est sur une bonne lecture, mais il y a quand même des petits trucs qui m'ont chiffonné. C'est-à-dire que j'ai passé un très bon moment. Toutefois, je vais vous expliquer. Je vais peut-être commencer par vous faire le résumé, parce que dans cette histoire, on va y suivre Ivy, une jeune femme, fin d'adolescence, qui a toujours vécu dans le Grand Nord canadien, au milieu des forêts, vraiment genre en mode, vous savez, l'Alaska qu'on peut voir à la télé, mais côté canadien. Voilà, par exemple. Elle adore vivre dans la neige, elle adore le froid, elle adore la chasse. Vraiment, c'est une jeune femme de la nature, complètement. Mais elle va se retrouver orpheline. Son père est malheureusement décédé et sa garde va aller à son parrain qui vit aux États-Unis, en Californie. Donc un mode de vie qui est complètement différent du sien. Malheureusement, elle va avoir un petit peu du mal, mais surtout, en allant chez son parrain, elle va apprendre à connaître le fils de celui-ci qu'elle n'avait jamais rencontré pour différentes raisons. Et Mason n'est pas ravi en fait de voir Ivy débarquer dans leur vie à tous les deux, à son père et lui. Et il va en faire un petit peu baver à notre héroïne. Mais il faut savoir que malgré tout, il y a des secrets qui sont en lien avec le père de Ivy. Et ces secrets pourront pourrir un petit peu leur existence et avoir un poids sur notre héroïne. Donc non seulement il y a des choses qui sont liées à sa propre sécurité qui pourraient la mettre en danger, mais elle n'est pas forcément acceptée par le fils de son parrain. Franchement, j'ai beaucoup aimé tout ce qui va toucher à l'adaptation de notre héroïne dans sa nouvelle vie, au soleil californien. Et ça, c'est très bien mis en avant par différentes scènes, différentes interactions entre différents protagonistes, son nouveau lycée, les mystères qui entourent son papa, pourquoi les surveiller, pourquoi il y a des secrets qui sont cachés, pourquoi on pense qu'elle sait des choses. C'est vraiment quelque chose qui a été très très bien mené dans le récit. Et j'ai trouvé que Erin Doom, elle avait vraiment une plume qui était fluide, qui était agréable. Mais malgré tout, il y a quelques transitions de texte qui m'ont fait buter. C'était le mais sur lequel je voulais en venir tout à l'heure. C'est-à-dire que au début de ma lecture, ça m'a un peu moins frappé sur la fin, mais au début, j'étais comme ça, en train de lire, tranquillou bilou, et on changeait de paragraphe et je comprenais pas la liaison entre les deux. J'étais obligée de relire des fois, plusieurs fois, pour comprendre là où on voulait en venir. Voilà, la chronologie des événements, de la façon dont se déroulent les choses. Je ne peux pas vous expliquer sans spoiler et sans vous lire les paragraphes en question, mais il y avait des transitions qui m'ont paru un petit peu bizarres. Et je pense qu'il y a eu un petit loupé au niveau de la relecture, dans le sens où il y a des prénoms de personnages. Je lisais la phrase et je me disais, mais pourquoi là on parle de lui et là maintenant c'est lui? Et je pense en fait il y a simplement eu des petites inattentions, mais ça arrivait 2-3 fois dans le livre. Ça peut arriver, hein. Voilà, clairement ça peut arriver, mais je suis pas quelqu'un qui remarque les erreurs en temps normal, et là ça m'a fait buter sur les phrases en fait, et c'est ça qui m'a un petit peu gênée.
Mais en dehors de ça, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé tout ce qui va toucher aux secrets familiaux de l'héroïne. J'ai beaucoup aimé le côté romance qui va jouer sur l'interdit, mais elle n'est pas vraiment interdite. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment sans rentrer dans les détails de l'histoire et vous dévoiler des éléments de l'intrigue. Il y a peut-être quelques thématiques qui peuvent paraître irritantes quand on lit, parce qu'on se dit non mais tout ça pour ça, pourquoi ils font des histoires pour ça, pourquoi le personnage va réagir de telle façon, mais on est avec des lycéens et de ce fait le comportement de nos personnages sont en adéquation avec l'âge de ceux-ci. Moi aujourd'hui forcément j'ai plus de 30 ans, à plus de 30 ans il y a certains comportements qui peuvent être un petit peu énervants. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas la même maturité, on n'a pas le même vécu. Voilà, il y a des choses qui sont cohérentes et c'est totalement cohérent. On est dans une romance young adulte. Il y a peut-être une scène pour public averti et encore, elle est mentionnée juste là derrière, il y a 0 détail. Voilà, tout est décrit, c'est vraiment... On nous dit que la scène va avoir lieu, quoi. Mais il n'y a rien de décrit en termes de smut et tout ça. Enfin voilà, c'est même pas un demi-piment. Voilà, si je devais décrire ça. Après, j'ai trouvé vraiment l'histoire des personnages touchante et j'ai passé un bon moment en lecture et c'est tout ce que je demande. Passer des bons moments, ne pas me prendre la tête. Et forcément, on ne peut pas avoir des coups de cœur pour tous, mais il y a des livres comme ça qui sont quand même très plaisants à découvrir. Le livre suivant, c'est une relecture que j'ai fait en lecture commune. Je l'ai terminé le 31 janvier, donc vraiment dernier jour du mois. Et même si c'est une relecture et que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, ma première lecture date d'il y a presque 5 ans. Donc ça date un peu. Je me suis dit qu'il était donc fort intéressant de vous donner mon avis actuel. Il s'agit du coup du tome 1 de Sœurs de sang, l'envol du phénix de Niki Popreto. Ici, on est dans une fantaisie, tout ce qu'il y a de plus intéressante, avec 2 sœurs qui sont diamétralement opposées, mais surtout qui rêvent de devenir des dresseuses de phénix, comme ont pu l'être leurs parents et leurs ancêtres auparavant. Sauf qu'aujourd'hui, les phénix sont une espèce qui est presque éteinte. Il reste quelques œufs par-ci par-là, mais il faut savoir que quand les gens du royaume tombent dessus, on les détruit. Aujourd'hui, les phénix sont interdits, les dresseurs également, la magie aussi, voilà. Et donc, nos sœurs, c'est leur rêve vraiment de chevaucher des phénix. Donc, elles vont trouver des œufs, mais sur 2 œufs, il n'y en a qu'un seul qui va éclore. Et cela va être le début du commencement de cette histoire. Forcément, il y a de la discorde, forcément, il y a des tensions. Et il va se passer des choses qui vont être très difficiles. Et c'est là que Véronica va devoir prendre une décision. Et elle va rencontrer un clan de phénix qui se cache avec leurs dresseurs. Mais les dresseuses femmes ne sont pas autorisées. Donc, elle va falloir qu'elle trouve un subterfuge pour intégrer ce camp et découvrir d'autres choses. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Mais franchement, j'ai adoré ma relecture. Ça avait été un coup de cœur à l'époque et aujourd'hui, je ne peux pas vous parler objectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je lirais un récit young adulte comme ceci, j'aurais peut-être pas le coup de cœur que j'ai pu avoir à l'époque. Mais moi, quand j'ai relu ce livre, ça m'a fait revivre les sentiments que j'ai lus à l'époque. Et de ce fait, en fait, ça reste une saga coup de cœur, ça reste une saga chouchoute. Lors de ma relecture, j'ai trouvé le récit plus simple que ce que je l'avais trouvé à l'époque. Mais je pense qu'il y a 5 ans, je n'avais pas lu autant de fantaisie adulte, je lisais beaucoup plus de young adulte qu'aujourd'hui. De ce fait, je n'avais pas forcément les mêmes expériences de lecture et donc de ce fait, je n'avais pas les mêmes raisonnements. Donc je pense que si je l'avais lu aujourd'hui, j'aurais deviné pas mal d'éléments qu'à l'époque je n'avais pas deviné et qui m'avaient complètement scotché lorsque je l'avais lu. J'ai toujours autant été submergée par la beauté des descriptions de l'autrice, le côté visuel, le côté phénix, le côté amour et respect des animaux. J'adore les différents personnages, j'adore les différents arcs narratifs et j'adore l'évolution des personnages qui reste très très crédible.
Forcément, il y a peut-être certaines choses qui peuvent paraître simplistes, mais on est dans de la fantasy young adulte, mais de la fantasy young adulte qui est quand même très développée pour le genre. C'est-à-dire que pour moi, on a un développement d'univers qui est assez proche de celui de l'adulte. Toutefois, on a des personnages qui sont jeunes, qui sont des adolescents sur le point de passer l'âge adulte, et de ce fait, les thématiques qui les touchent sont en lien et en adéquation avec l'âge des personnages. Et cela est totalement sensé. Pour moi, cette lecture, c'est vraiment la preuve que le young adulte peut contenir des récits riches, divertissants, intéressants et qui peuvent être simplement captivants. Pour moi, c'est la preuve que le young adulte de qualité avec un véritable world building, ça existe. Et je suis vraiment très très contente d'avoir relu ce tome 1 et j'ai très très hâte de replonger dans le suite de la saga. Je pense qu'on va lancer les votes sur le Discord, mais ce sera soit fin février, soit en mars, mais je pense que voilà, on va pas trop tarder pour lire la suite. Si vous voulez d'ailleurs voter pour lire le tome 2 avec nous ou lire d'autres livres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, tout est en barre de description. Sur ce, moi je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai pu mentionner dans cette vidéo, à me dire s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez lus, si vous les avez appréciés ou pas. N'oubliez pas que les avis lecture, ça reste subjectif, que je peux adorer un livre que vous n'avez pas aimé, comme vous pouvez adorer un livre que moi je n'ai pas aimé. Je suis vraiment contente puisque même s'il y a eu des lectures coup de cœur et il y a eu des bonnes lectures, dans l'ensemble, c'est rare. Mais même si j'ai fait un petit mois de lecture, je n'ai eu que des lectures qualitatives et ça, c'est extrêmement plaisant et positif. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!